On n'envoie pas des fusées sur Mars, hein. Du coup, c'est très simple comme métier. C'est la même chose que le marchand, hein. Le marchand de légumes, hein. Il achète des légumes à un prix, il doit les vendre un peu plus cher. Il doit faire une marge entre les deux. C'est les appartements et les maisons. Mais c'est pareil. J'ai voulu construire les choses pas à pas et monter petit à petit sur des dossiers de plus en plus gros sans vouloir me brûler. Ça, c'est hyper important parce que la crédibilité, elle met beaucoup de temps à se créer. Par contre, ça va très vite de tout perdre. Je peux faire la rénovation. Je peux faire juste une cloison ou montrer. Je peux faire des plans. Je peux peut-être le projeter pour un investisseur. Je peux peut-être l'ouvrir et il faut des grands T2 parce que les gens veulent ça. Je sais pas. Mais j'ai des idées. Peut-on être marchand de biens sans être un bon vendeur? C'est une question qui mérite d'être posée, surtout après l'épisode du mois dernier, si tu t'en souviens, avec Romain Franck, qui affirmait que savoir vendre était l'une des compétences numéro 1 du marchand. Et si c'était pas toujours le cas, c'est la perspective que nous propose aujourd'hui Benjamin Bolla, notre invité du jour, marchand expérimenté, membre associé du Cercle MDB, qui a structuré en 3 ans une activité déjà très solide avec avec autour d'une vingtaine d'opérations débouclées au compteur aujourd'hui. Alors ces marges, Benjamin va aller chercher pas dans des offres massacrées ou des négociations musclées, mais avec des leviers techniques facilités par une bonne maîtrise des aspects juridiques, financiers, qu'il applique sur des modélisations sur chaque scénario. Promoteur actif aussi des visites d'opérations de confrères marchands au sein du Cercle, Benjamin a rencontré énormément de cas de figure sur le terrain ces 3 dernières années, ce qui l'a fait vraiment monter en compétences à vitesse grand V. Au cours de notre conversation, on parle de sa transition du locatif vers le marchand à temps plein, comment il structure et sécurise chaque étape de ses projets, sa vision de la scalabilité, du cash management, des marges de sécurité, et les profils qui, selon lui, peuvent réussir dans ce métier, même sans être un vendeur né. Un épisode qui va te donner une vision réaliste et ambitieuse du métier de marchand, complémentaire des autres profils qu'on a présentés sur ce podcast ces derniers mois. Et si tu souhaites toi aussi professionnaliser et sécuriser ton activité de marchand de biens au sein du Cercle MDB, tu peux signaler ton intérêt en passant par ce lien investisseur avec un s40.com/cercle, CERCLE. En fonction de quand tu écouteras cet épisode, il devrait encore rester des places pour le séminaire du 9 et 10 septembre à Beauvais. Alors fais vite, investisseur avec un s40.com/cercle, CERCLE. Allez, sur ce, on attaque notre découverte d'une approche méthodique, technique avec Benjamin. C'est parti. Salut Benjamin, bienvenue chez les investisseurs 4.0. Salut Paco, très heureux d'être là. également, ça fait un moment que je pensais t'inviter. Donc ouais, est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui connaissent pas peut-être déjà? Eh ben écoute, avec grand plaisir. Je m'appelle Benjamin Bolla, j'ai 34, bientôt 35 ans. J'habite en région parisienne. Et puis j'ai fait différentes choses un peu dans ma vie. À la base, j'ai une carrière de kiné, donc j'ai fait une formation de kiné. Puis très vite, je me suis lancé dans l'IMO, locatif. Puis ça a pris de plus en plus de place dans ma vie et au point que j'ai dit je vais me lancer dans le marchand. Et j'ai transitionné à temps plein depuis maintenant presque 3 ans. Et je fais des activités de marchand de biens, donc sur Paris, Île-de-France, France entière, avec différents associés. Et puis je suis membre associé du Cercle MDB aussi, que j'ai rejoint en tant que membre et maintenant en tant que responsable du produit, de l'expérience membre. Voilà. Surplonge un peu justement dans ton parcours dans l'IMO voilà, tu disais que ça a commencé du coup marchand à temps plein 3 ans et l'IMO plus 10 ans, tu dirais 7 ans, alors marchand maintenant du coup 4 ans que je fais du marchand, à temps plein vraiment 3 ans, 2 ans et demi, 3 ans, et l'IMO depuis 2013. Ok, ouais, donc ça date. Ça fait je sais pas combien, 2 ans, un an. Ouais. Ok. Ton parcours dans l'IMO justement locatif, qu'est-ce que, si tu fais un peu un survol de comment ça s'est passé? Eh ben, je vais pas dire un pur hasard, mais un peu quand même un pur hasard. Je salue ma comptable de l'époque, donc j'étais kiné, jeune kiné, profession libérale. La comptable m'a dit, tu prends 50% de ce que tu gagnes, tu le mets de côté. Parce que déjà, tu vas te faire un peu allumer par tout ce que tu n'as pas anticipé, URSSAF, charges, retraite, etc. Et puis, la retraite des libéraux, c'est compliqué. Donc, investir dans l'immobilier, c'est pas mal. Voilà. Mais j'y connaissais rien. Je crois que, entre guillemets, elle non plus, ou pas trop. Elle savait que c'était un truc bien, mais elle avait pas forcément fait. J'ai entendu ça a germé. J'étais avec ma compagne, on s'est dit ouais, pourquoi pas. Mon beau-père, je savais qu'il avait fait pas mal d'investissements immobiliers aussi, dans la famille un petit peu, mais pas plus que ça. Et puis on a habité dans un appartement, 2 étages au-dessus, il y avait un appartement, on s'est rendu compte qu'il était à vendre.
Et puis on s'est dit bon bah pourquoi pas y aller, on l'achète, on regarde. Et en fait j'ai fait les calculs, j'ai dit mais si je l'achète et qu'on y habite, bah par rapport au loyer on payait versus ce qu'on pouvait encaisser, le crédit etc. Je dis mais en fait ça marche pas, le calcul est pas bon. Par contre si on le met en loc et que nous on reste où on est, et ben en fait ça a l'air de mieux marcher. Et je fais mais c'est pas possible, il y a un truc qui va pas, tu vois. Et j'ai découvert un peu le mécanisme des cash flows avec les investissements locatifs. Donc je me suis renseigné, il y avait rien, j'ai lu des blogs, j'ai lu des articles, j'ai découvert le LMNP. Et en fait à 22 ans, on s'est acheté un appart qu'on a mis en loc. On a eu un crédit et puis on s'est lancé là-dessus. On a vu que ça marchait bien, que ça tournait bien. Le crédit était payé, on avait même un léger excédent, mais très peu si on fait toutes les charges, quoi. Donc finalement c'était pas si mal que ça. On a fait des travaux et puis ça s'est bien passé, ça tournait. On était assez contents. On avait je sais pas 250 000 balles de crédit, tu vois, dessus. Ouais, donc c'était quand même un petit projet sympa quand tu commences dans la vie active. Voilà. On avait trouvé un banquier hyper sympa. Il était content qu'il y ait des jeunes qui se lancent là-dessus. On avait un profil plutôt bankable parce qu'on était profession médicale, paramédicale. Et puis on a fait ça. Puis ensuite on en a fait un deuxième l'année d'après, puis un troisième l'année d'après. Et du coup, on a fait ça en région parisienne, dans le 92, et ça se passait bien. Et on était contents. Et puis à un moment donné, la banque nous a dit hop, ça commence à être compliqué, machin. Et puis je dis bon bah ok, bah on va voir un peu comment on peut faire, on va attendre. Mais à la base, c'était purement de l'investissement locatif pour dire dans la retraite, dans 15-20 ans, ça sera payé. Et moi, j'ai toujours eu un truc en tête, c'est de me dire je veux être libre, je veux pouvoir choisir ce que je veux faire. Et je me suis dit bah si jamais à un moment donné j'ai envie d'arrêter de bosser ou de changer, ou voilà, je veux pas avoir de pression trop financière plus tard. Et c'était pour ça au départ. Mais finalement après j'ai découvert un peu par des formations, des vidéos YouTube, du contenu divers et varié, qu'on pouvait faire plus, qu'on pouvait faire mieux, qu'on pouvait s'ouvrir un peu les chakras et voir un peu plus grand. Et du coup c'était en 2018, j'avais discuté avec pas mal de collègues à moi qui m'ont dit mais attends, mais tu peux faire beaucoup plus que t'as déjà fait là, tu vas exploser, etc. Et on avait fait différents rachats de crédits par un autre établissement bancaire. Ensuite, on avait réduit les durées de prêt total, alors que bon, c'était pas forcément la meilleure chose à faire, mais je m'étais dit plus je rembourse vite, mieux c'est. Ouais. Et finalement, on a réorganisé tous nos crédits. On a changé de secteur d'investissement. On a investi dans le sud de la France, d'où on est originaire, du côté de Toulon. Et puis on a accéléré pas mal, parce qu'on a acheté une dizaine de biens après, dont certains qui étaient des petits immeubles, etc. On montait jusqu'à une 30-35 locataires, tu vois, au total. Il y avait quelques colocs, petits immeubles, des apparts individuels, revendu une partie du patrimoine parisien. Et puis, on a continué l'immobilier comme ça. Et on a pas mal accéléré là-dessus. Alors 2013, c'est super tôt par rapport à l'investisseur lambda qui s'est formé quand les formations ont commencé à arriver sur le marché. Donc voilà, première, on va dire bon plan quoi. Après il y a aussi que les taux étaient commencé à descendre, ou ils étaient déjà bas, je crois 2013. Alors de mémoire, j'ai en tête que je crois qu'on avait eu un prêt à 2,5%, je crois, de taux d'intérêt, ce qui était quand même pas mal. Et quand ils sont passés à peut-être même un peu plus, peut-être 3,4. J'avoue, je me rappelle plus exactement. 3,4 ou 2,4. On les a rachetés une fois. On les a renégociés dans la même banque une autre fois. Donc je sais qu'on était baissé, on avait pas mal baissé. Et c'est vrai que c'était avant tout un peu, je dirais, l'essor de tout ce qui est formation, etc. quoi. Ouais. Et t'as fait un premier cycle entre guillemets avec l'arbitrage. Ouais. C'est ça qui t'a permis après de faire le deuxième cycle. Ouais. Et parce que ça tes revenus pendant ce temps-là, en parallèle, ils avaient pas forcément augmenté plus. Alors j'avais une situation paramédicale. On travaille beaucoup, mais on peut gagner quand même plutôt bien sa vie. En parallèle, j'avais une activité un peu entrepreneuriale que j'avais lancée dans la formation continue pour des kinés, et je donnais de la formation, etc. Donc c'est des revenus complémentaires à l'activité pure de kiné. J'avais monté un cabinet plus 2, tu vois. Je suis pas trop resté plan quoi. Donc je faisais en parallèle de l'immobilier. Donc ça va un peu augmenter, mais c'est vrai qu'en fait j'ai eu un premier cycle de 5 ans, arbitrage, réorganisation des crédits. En fait, j'ai fait racheter sur des longues durées, et puis reaccélération. Et puis finalement quasiment un cycle de 5 ans plus tard, même 4 ans, même un peu moins 3 ans, je me suis lancé dans le marchand parce que j'avais accéléré encore. Et puis voilà. T'avais refait sur le deuxième cycle suffisamment pour être encore une fois bloqué sur le locatif? Alors j'ai envoyé pas mal sur le deuxième cycle, parce que je te dis, on a acheté beaucoup dans une première banque. Ensuite on a fait par le biais de SCI une deuxième banque qui nous a pas mal financé aussi.
On a réussi à acheter une RP aussi en réinvestissant une plus-value d'une des reventes avec une troisième banque. Donc on était plus multibancarisé, toujours clean, en déclarant tout. Franchement, on n'a pas. J'entends des fois des histoires un peu rocambolesques de je dis pas tout machin. Franchement, on a toujours été clean. Les revenus avaient quand même un peu augmenté. On avait nos cabinets respectifs, etc. Donc ça allait bien. Et oui, j'avais refait un peu de cash pour relancer la machine, on va dire. Ok. Et la décision de passer marchand, du coup, à full time, c'était pas forcément, du coup, la réflexion, je commençais à être bloqué à nouveau par les banques, quoi. Alors non, mais c'était plutôt, je commence à être saoulé par les locataires. Ça arrive aussi. Ouais. Non, on avait fait pas mal d'investissements. J'ai fait de la coloc, j'ai fait du Airbnb, j'ai fait de la location classique, j'ai fait un peu de nu, un peu de meublé. On en a beaucoup trimé, on faisait beaucoup une partie par nous-mêmes, la gestion, etc. Ça marchait bien. Et quand j'ai eu quelques déconvenus, je supportais bien. Quand j'en ai eu un peu plus, je supportais moins bien. Et au bout d'un moment, j'ai dit franchement, ça suffit. Donc on reste là, on n'en fait pas plus. C'était proportionnel à la taille du parc à l'époque ou c'était juste t'avais les mauvais locataires? Non, c'était proportionnel. C'est un peu une histoire de stats. Honnêtement, globalement, si je reprends, la plupart des locataires, ça se passe super bien. Même si je remarque que ces 2-3 dernières années, je trouve le locataire difficile, exigeant, de plus en plus. Je sais pas. C'est un peu bizarre, mais voilà. Mais sinon, c'était plutôt statistique. Il y a quelques cas qui fonctionnent pas bien. Que ça soit Paris ou partout sud de la France. Ouais, partout pareil, honnêtement. Intéressant comme perçu, ça peut le faire quoi. Et du coup peut-être on peut engager un peu l'idée de marchand, toi ton démarrage en marchand et puis le full time et comment tu déjà comment t'as enchaîné, comment a été ton parcours. Ouais, sur le marchand en fait j'avais pas mal finalement dans des réseaux d'investisseurs divers et variés avec des rencontres, etc. J'avais rencontré pas mal de monde et pas mal de personnes avec qui j'avais bien sympathisé. J'avais des copains qui s'étaient un peu lancés en mode sous-marin à faire un peu des opérations de marchand, mais officiellement avec une activité de marchand, des boîtes de marchand, pas en locatif déguisé ou autre. Qui m'a dit putain c'est cool, etc. Donc ça a maturé un peu dans ma tête. J'avais quelques personnes que je connaissais aussi dans mes secteurs de prospection que je savais qui faisaient des activités de marchand de biens. Et ça me semblait être intéressant comme boulot, comme job, etc. Je commençais à avoir envie de switcher aussi d'activité pro. Moi de mon côté, et du coup j'avais réduit quand même au niveau de l'activité de kiné, et à un moment donné j'ai eu plusieurs personnes, notamment qui étaient dans le cercle, qui m'ont dit je suis sûr que ça te plairait, tu devrais venir, tu vas voir ce qu'on vient faire. Et voilà, j'avais jamais fait d'achat-revente à titre pro, j'avais plutôt fait des arbitrages locatifs au bout de 4-5 ans comme on avait dit, tu vois. Et puis j'ai dit pourquoi pas, et on va essayer. Puis je me suis lancé. Et j'ai commencé avec des opérations assez simples, je dirais de petite taille, parce que j'ai fait des opérations entre 50 et 100 000 euros de prix de revient sur la première année même. J'ai enchaîné, c'était un cycle, c'était en 2021, c'était un cycle encore très propice à l'investissement immobilier. On était post-Covid où il y avait encore une certaine folie d'achat, pas encore des taux d'intérêt qui étaient trop remontés. On arrivait à faire des produits pour les investisseurs. Donc moi, je sourçais très bien. J'avais encore pas mal de réseaux de mes différentes recherches. Je sourçais bien. Je montais des programmes type investisseur qui auraient pu convenir à certains auditeurs de ton podcast peut-être, tu vois, avec des bonnes rentas. Tu vois, on arrivait avec des rentas de 8 net, tu vois, sur de la location longue durée, assez bien gérée, plutôt bien placée, un petit potentiel de plus-value. Des colocs même avec plus de rendement, tu vois, vraiment j'arrivais à vendre à du 10,5, tu vois, j'étais pas trop gourmand, tu vois, moi je faisais ma marge, ça m'allait bien. J'ai fait 4-5 opérations comme ça au démarrage, et puis après ça s'est enchaîné avec des opérations un petit peu plus grosses, des fois avec un peu plus de travaux, des divisions. J'ai fait ça dans le sud de la France du coup et en région parisienne, les deux. Et puis voilà, j'ai continué, plus en plus grosses opérations, et au fur et à mesure, vraiment, j'ai voulu construire les choses pas à pas et monter petit à petit sur des dossiers de plus en plus gros, sans vouloir me brûler, toujours en bossant, en étant sérieux, en étant vraiment pro sur ce qu'on pouvait faire, et avec une idée de se dire je vais faire les étapes au fur et à mesure, continuer d'apprendre, parce qu'en fait on apprend beaucoup dans ce métier, et puis continuer comme ça quoi. D'accord, ouais, t'as été très discipliné sur le démarrage. Ouais, très discipliné. Je suis, j'aime bien prendre des risques entre guillemets, mais bien les anticiper, bien les identifier au démarrage. Et donc du coup, de bien connaître, tu vois, d'avoir le socle de base qui est de connaissances.
de compréhension de l'écosystème, de qui sont les interlocuteurs, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire, etc. Ça, c'est hyper important pour moi. Et après, je suis capable de décider très vite. Oui, non, j'y vais pas. Ça, je pense que c'est une force chez des entrepreneurs en général et en marchand aussi, quand il faut saisir un deal. Maintenant, tu vois, si t'as bien tout préparé en amont, tu vois, je prépare bien, j'organise bien, réfléchis, tactique, stratège un petit peu, et puis ensuite, go. Et après, on exécute et puis on assume comment ça se passe. Et des fois, ça se passe super bien, et des fois, un peu moins, mais voilà. Tu peux nous parler peut-être de moments un peu décisifs dans ces quelques années de marchand, des moments un petit peu peut-être de palier justement où tu as pris peut-être un peu plus de risques, où il y a une sorte de peut-être un déclic quelque part qui s'intervient sur ta façon peut-être de comprendre un deal ou Ouais, alors il y a plusieurs opérations mais qui sont plus ou moins bien déroulées, etc. Mais des fois c'est vraiment j'ai dû prendre des décisions sur un coup de téléphone, un agent immobilier qui t'appelle, qui te dit j'ai un bien, je pense à un des derniers deals là, voilà. J'ai un bien, envoie une annonce, on appelle rapidement. J'ai un bien, il est particulier, il y a à peu près 350 mètres carrés dans tel endroit, donc j'ai l'adresse, tu vois, à tel prix, donc c'est un bon prix. Sauf que vous pourrez pas visiter aucun appart parce qu'ils sont murés, l'immeuble a été squatté, etc. Et les vendeurs, ils veulent pas de conditions, ils veulent juste se débarrasser du bien, etc. Et bon, je demande quelques infos, puis du coup, on se positionne sans condition, tu vois. À un moment donné, faut y aller et entre guillemets prendre un peu de risque, mais du coup, tu vois, le fait de connaître le marché, de connaître le secteur, savoir ce qu'il y avait eu. Alors après, on a visité ce qu'on pouvait visiter, vu de l'extérieur, etc. Mais tu sais, tu prends quand même pas mal d'éléments en compte. Tu connais les prix du secteur, mais tu sais pas dans quel état tu vas retrouver les trucs. T'as quelques photos, on te dit les apparts font à peu près tant de mètres carrés, on a des diagnostics, mais pas tous. Il y a deux locataires, ils sont un peu compliqués, pour pas dire complètement compliqués, voilà. Et du coup, tu prends des décisions, t'y vas, et puis bon, là, ça se déboucle bien. Entre guillemets, gros risque là-dessus. Mais je me suis dit, c'est quoi la pire chose qui puisse arriver? On a des problèmes de plancher, on va se mettre des gros ratios de travaux s'il y a besoin, des grosses réhab. S'il y a des problèmes de locataires qui payent pas, ceux qui étaient présents, voilà, quels sont les aléas? Et en fait, avec tout ça, on s'est dit, si ça va pas là-dessus, tu vois, il nous restait encore de la marge. Donc, en fait, on était vraiment large. On achetait super bien. Et c'est là-dessus que je me suis dit, je maîtrise pas tout, mais j'y vais quand même. Et ça c'est important et ça m'est arrivé quelques fois, voilà, de devoir être très rapide et de pas tout savoir. Et je pense que ça c'est un truc important, c'est qu'on peut pas tout savoir en amont, notamment quand tu fais une activité de marchand, on achète, on revend. On sait combien on achète, on sait pas combien on revend. Et entre les deux, on sait pas tout ce qui va se passer, tu vois. Donc tu sais très bien quand t'achètes, tu sais à peu près combien tu vas faire peut-être de travaux, de divisions, de coûts annexes, etc. Mais tu sais jamais combien tu vas revendre tant que t'as pas encaissé l'argent sur ton compte et que t'as pas vendu réellement. Même si t'es sous promesse, y a plein de choses qui peuvent arriver et le deal il peut casser pour X ou Y raison. Et donc du coup, c'est d'accepter de pas tout maîtriser pour pouvoir avancer malgré tout et en mesurant le risque et en diminuant les aléas ou le risque au fur et à mesure, si on peut. Et un autre deal là sur une opération qu'on a en région parisienne. On m'appelle, on m'a dit il y a tant de mètres carrés à vendre, 2 maisons, c'est en mauvais état, machin, c'est tel prix. Je connaissais pas bien le secteur, mais je regarde, je fais wow, là il y a un truc bizarre. Soit c'est une très bonne affaire, soit il y a, je sais pas, je comprends pas. Et du coup je dis une heure plus tard, l'agent immobilier il m'avait appelé un jeudi soir à 19h30, à 21h30 il avait une offre dans sa boîte mail. J'ai dit là il faut y aller. Alors après on a moyen éventuellement de sortir, discuter, de voir, on doit discuter si on apprend des choses particulières. Et le lendemain j'ai visité à 11h et j'ai confirmé l'offre et c'était, je pense, une bonne pépite, quoi. Non, mais c'est fascinant. Mais là, tu racontes les choses un peu qui arrivent récemment. Donc, c'est vrai. Est-ce que, enfin, j'ai l'impression, oui, je voudrais pas mettre en erreur non, il faut pas. Les auditeurs qui se disent, il a commencé, démarré, et tout de suite, il a pris ce genre de risque. Il faut pas faire ça. T'as raison, c'est vrai. Parce que je pense à des anecdotes qui sont arrivées sur les 2 dernières années. Au démarrage, franchement, j'ai fait des trucs. Qui t'a amené à pouvoir être en mesure de pouvoir prendre ce genre de risque? Je pense que c'était peut-être pas la deuxième année que tu pouvais. Non, alors, je pense qu'il y a quand même le côté expérience d'avoir fait du locatif avant, d'avoir fait de l'immobilier, d'avoir fait, mine de rien, quelques expériences entrepreneuriales où on sait que on n'est pas on est un peu maître de son destin et on est un peu responsable de tout ce qu'on fait, il faut tout assumer derrière. Et ça, le fait de l'avoir fait en immobilier locatif, de l'avoir fait dans les différentes activités, etc., je pense versus un profil beaucoup plus averse au risque,
plutôt salarié, qui avait sa sécurité par son job, etc. C'est déjà une différence. Et la deuxième chose, c'est que vraiment, si on parle vraiment marchand sur les premières opérations, c'est que je connaissais bien les secteurs et bien les prix du secteur, qu'est-ce qui s'était vendu, qu'est-ce qui s'était acheté, qu'est-ce qui s'était fait, qu'est-ce qu'on pouvait faire, comment créer de la valeur. Tu vois, je suis assez imaginatif là-dessus. Quand j'arrive sur une opération, je visite, je dis, on pourrait peut-être faire ça, on pourrait peut-être faire ça. Je vois différents scénarios. Et les premières fois, je pense qu'on a bien acheté, on s'est positionné et on voit de la valeur avant que les autres la voient. Moi, j'ai l'impression que c'est un peu ça je vais pas dire mon super pouvoir, mais des fois, je vois, évidemment, je dis, mais là, c'est sûr, on va faire ça. Et je le vois très bien. Et quand j'en parle aux agents immobiliers, c'est, mais non. Bah, si. Et je leur montre un peu, tu vois, et tu leur montres, tu dis, waouh, c'est cool. Ouais, c'était comme ça. C'est vraiment la connaissance marché qui est ton amortisseur finalement dedans. Ouais. La toute première opération, c'est un appart que j'avais acheté. J'en avais acheté déjà 2 dans l'immeuble, mais en locatif. Tu vois. C'est le même immeuble, c'est un grand immeuble. Et je vois une annonce. Le prix, alors de mémoire, je crois que c'était 107 000 ou 105 000 euros, un appart. Et moi, j'avais fait une coloc dans cet immeuble. Et je savais comment faire. Et en fait, je l'avais déjà, j'étais sur le point de la revendre, en fait. Donc, je connaissais le prix de sortie. Je connaissais le prix d'achat que je l'avais fait. Je connaissais les travaux que j'avais mis à l'intérieur. Je me suis dit, je suis sûr que ça, c'est un produit investisseur. Et l'agent IMO, avec qui je suis bien pote maintenant, il me dit, non, mais ça vaut ce prix-là, mais je suis d'accord avec vous, ça vaut peut-être même moins cher que ça. J'ai du mal à estimer. J'ai vu des transactions qui étaient assez chères, mais je pense pas que ça soit ça, etc. Je dis, bon, je fais une offre. On était parti de 105 ou 107, tu vois, et puis finalement, je l'ai à 96, 97. Donc, j'avais fait une petite négo, mais j'avais rassuré sur le financement, sur ces points-là. Et en fait, j'avais dit, mais moi, je suis sûr que ce bien-là, je vais le vendre plus cher que le prix de départ. Et je le savais intérieurement, mais sans faire de travaux, etc. Il me dit, non, mais c'est impossible, c'est pas possible. Je dis, mais si, parce que c'est juste que je pense que vous savez pas le faire. mais j'avais dit très naturellement, comme ça, il m'avait pris pour un con, un peu. En me disant, mais il se prend pour qui celui-là, tu vois. Alors, c'était plutôt un jeune, même âge que toi, moi, tu vois. Et je dis, mais non, mais c'est parce que vous avez pas vu le potentiel de ce bien. Vous le voyez pas. Mais si je vous amène dans l'appartement que j'ai au-dessus, il ne savait pas au début, vous allez voir le potentiel. Et puis je l'amène, il me dit, ouais, c'est bien, mais bon, voilà. Non, mais voilà le rendement que j'ai, c'est de la rentabilité pour des investisseurs. Ah ouais. Mais du coup, je dis, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais même pas faire les travaux. Je vais vendre le produit packagé avec le budget de travaux, etc. Et puis ils finiront avec une renta qui sera bonne. Et là, je l'avais perdu, tu vois. Il me dit, non, mais attendez, c'est pas possible, ça, etc. Et en fait, j'ai fait ça. Et le truc que j'avais acheté 97, je l'ai revendu, je crois, 122. Ouais. Tu vois? Très simple. Alors finalement, c'était un flip, ce qu'on appelle des flips, des achats à revente sans travaux, sans rien faire, entre guillemets, parce que j'aime pas ce mot de rien faire. J'avais juste super bien sourcé le bien, je connaissais bien le produit, je savais créer de la valeur, même sans la réaliser. J'arrivais à en montrer, et puis je l'ai vendu. Mes acheteurs, ils sont super contents, ils ont du rendement, et ça s'est passé bien. Et c'était le premier deal, et c'était marrant de voir que quelqu'un qui était spécialisé du secteur ne voyait pas cette sortie. Ouais, et pour ça t'a pris beaucoup de visites, beaucoup, tu vois, tu parles du secteur, toi, t'es plutôt vraiment en mode données, tu vois, maintenant, il y a beaucoup de données sur Internet ou autre, où t'es vraiment visite. C'était quoi Alors, au tout début, j'ai voulu faire beaucoup de visites pour comprendre un peu le secteur, les ambiances, les types de biens, etc. Et les données, c'est bien. Je trouve que c'est bien. Typiquement, tout le monde peut extraire par Papersimo, DVF, etc. des datas. Mais ces données-là sont assez brutes. Alors, si on parle par exemple de DVF, ça n'intègre pas les frais d'agence, les frais de mobilier, machin, etc. On n'a pas l'état de l'appartement ou du bien immobilier en soi. On n'a pas son exposition, on n'a pas des fois son étage. Alors sur les impôts, on a l'étage, mais pas sur le DVF. Il y a plein de trucs qui sont un peu moins clairs. Et juste des datas brutes. Alors si on a beaucoup de data, typiquement, on est en région parisienne, on est sur des grandes durées qu'on va extraire des datas, on va avoir, je pense, des stats qui sont assez justes. Néanmoins, il y a toujours des micro-marchés, des petites différences qui font que des biens pourraient être plus chers à la revente, ou au contraire, attention, des fois on a des stats qui disent c'est ça le prix moyen, au contraire moins cher. Il faut être hyper vigilant là-dessus. C'est pour ça que moi, un des critères maintenant, c'est que je veux systématiquement, soit je connais le secteur bien, soit je veux visiter, discuter avec des acteurs locaux pour me confirmer les prix, parce qu'il y a rien de mieux, je pense, que des acteurs locaux vraiment pour bien maîtriser le marché, les spécificités, donner des petits conseils. Ah ben là, dans tel secteur, attention. Ou alors, à cet endroit-là, c'est super et c'est en train de changer. Il y a telle enseigne qui va s'installer, etc. Ce genre de choses. Donc, les datas, j'aime beaucoup. C'est bien pour une première approche, mais j'aime encore mieux
avoir des éléments concrets, je dirais, par des personnes qui vivent le marché au moment et qui sentent des fois des dynamiques aussi que tu repères pas dans les stats. Ouais, non, c'est sûr. Et c'est là, en fait, où tu peux trouver vraiment créer la valeur, le truc que les gens voient pas, parce que tout le monde a accès un peu Exactement. Et aussi, typiquement, quand il y a des retournements de marché ou des changements violents de marché, comme on a pu connaître, 22, 23, 24, là, ça se reflète pas directement sur les stats. Et il y a un délai là-dessus. Et je le vois aussi sur des augmentations de prix marché sur certains secteurs, typiquement en bord de mer, dans certaines villes du sud de la France. Si tu regardes les stats, en fait, le prix au mètre carré est en train d'augmenter, tu le vois pas encore. Dans certaines villes, pas toutes, hein, je veux pas faire de généralité. Et du coup, tu te retrouves à avoir un décalage, et peut-être même, dans mon activité notamment de marchand, je pourrais sous-pricer des biens qui pourraient partir plus cher. Parce que je vois pas la tendance qui va suivre. Et au contraire, des fois, je surprice des biens, donc on met un prix peut-être un peu trop élevé, parce qu'on se rend pas compte d'une dynamique de marché inverse. Ouais, il y a la latence et... Exactement. Et cette latence, tu l'as dans les datas, mais tu l'as pas autant en discutant avec des gens localement, qui sont sur le terrain et qui sont sur le marchand. Et moi, je dis souvent, on fait pas de l'immobilier en mode démo complètement derrière son ordi. C'est pas comme un compte de trading où on ajoute et on fait un mode démo et on met du pseudo-argent. Alors, on peut le faire, hein, c'est du Monopoly. Nous, on fait vraiment de l'immobilier et quand on fait vraiment de l'immobilier, c'est du vrai argent, c'est des vrais investissements, c'est des vrais bâtiments, des vraies vues, des vraies vies qu'on peut créer et il faut le faire en réel, avec des gens réels, concrets. Et là, c'est vraiment chercher l'info auprès de l'agent en disant vous avez vendu quoi récemment, quoi. Un petit peu la question récurrente. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui se vend c'est quoi vos acquéreurs types qu'est-ce qui marche bien en locatif? C'est quoi un peu les personnes qui viennent acheter par ici? Est-ce qu'il y a beaucoup d'investissements? Vous avez eu des difficultés peut-être avec l'urbanisme, avec la mairie? Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, ce genre de questions. Ah, il y avait tel commerce qui était là. Pourquoi il est parti? Et pourquoi il y a celui-là maintenant? Et puis juste des fois se balader. Moi, j'adore en fait arriver en avance ma visite. Ou partir en retard après les visites, tu vois vraiment encore et te balader. Et tu marches pendant 20-30 minutes, tu fais le tour de 3-4 rues, tu discutes un peu avec les gens. Moi, j'aime bien discuter avec les gens, tu vois, donc ça se passe assez naturellement. Ah, bonjour, vous allez bien? Qu'est-ce que vous faites? Tu vas boire un café au petit troquet du coin, t'écoutes ce qui se dit, tu vois un peu les personnes. T'as sentir au-delà du chiffre, du mètre carré et de l'immobilier pur. Parce que l'immobilier, oui, c'est du mètre carré, mais c'est pas que ça. Ah ouais, non, c'est beaucoup d'humains et ça va t'aider d'avoir tout le tissu économique, culturel. Exactement, et de bien comprendre ce qu'il y a autour. Dans ce parcours qui est le tien en marchand, il y a aussi, j'ai l'impression, une augmentation peut-être dans la taille des deals, une multiplication aussi des associations. D'ailleurs, tu peux peut-être dire, entre parenthèses, t'en as combien d'opérations achevées Alors, j'ai pas refait le calcul, je crois qu'il ça fait 25 opérations au total. En cours ou achevé, parce que en cours, en fait, c'est des fois sous promesse, des fois c'est sous offre contre-signée, des fois c'est on est en phase de revente de certains lots. Mais oui, on a pas mal accéléré et augmenté aussi la taille des opérations, effectivement. Au démarrage, j'ai pu faire des opérations 50, 100 000. Je dirais j'ai un peu suivi, tu vois, tranquillement les montées en charge d'opérations. Après c'était plutôt 150, 300, 300, 500, 500, 1 million, 1 million, 1 million 5. Et là on est en train de faire des opérations encore un peu plus grosses en termes de montant. Et on les fait aussi en parallèle, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que dans l'activité, c'est pas linéaire, c'est pas j'achète, je revends, je refais un autre, j'achète, je revends. C'est j'achète, puis des fois il se revend pas si bien, mais je dois en acheter un autre, et du coup ça se compile, puis des fois t'as 2-3 offres qui tombent d'un coup, et tu te dis bah c'est parti, et puis il faut aller chercher un peu plus d'argent. C'est pour ça que j'ai fait beaucoup d'associations aussi. Et ouais, depuis le début, j'ai fait quelques opérations seul. J'ai dû faire 3-4 opérations seul, 5, ouais peut-être, et puis le reste en association. Ouais. Et ça pour toi, c'était vraiment la façon d'acheter du temps finalement. Ouais, d'acheter du temps, d'acheter des compétences complémentaires, d'acheter de l'argent entre guillemets, d'acheter de l'expérience, ou au contraire d'acheter du temps de personnes aussi quand j'étais entre guillemets celui qui avait le plus d'expérience quoi. Donc j'ai fait un peu les deux. J'ai fait des associations qui se sont bien passées, qui se sont moins bien passées, sur lesquelles on a fait 1-2 opérations, d'autres qui sont beaucoup plus long terme. Maintenant j'ai un associé qui en fait des opérations plus long terme. Des fois il y a eu des associés vraiment purement passifs financiers. Des fois on était très très complémentaires, chacun était opérationnel. Donc j'ai un peu tout fait, j'ai un peu tout abordé pour le coup. Et puis dans le cercle on a vu beaucoup d'associations aussi.
Et dans la taille des deals, quand tu disais quand tu arrives, voilà, 150, 300, 500, 1 million, il y a des paliers, il y a des choses qui, autres que le psychologique peut-être, mais le mindset, qui changent dans ce genre de typologie de deal, ou est-ce que c'est vraiment la même chose, mais juste avec des zéros en plus, quoi? Alors, c'est entre guillemets la même chose, mais avec des zéros en plus, et du coup, ça change tout. Parce que en fait, on a toujours des marges, voilà, les marges des activités de marchand de biens, le grand chiffre, c'est 20%. Mais 20% de 100 000, c'est pas la même chose que 20% d'1 million ou 2 millions en numéraire. Et du coup, des fois, on accepte des choses que sur des négos, sur des prix, sur des fonds propres à mettre, etc., en termes de pourcentage, mais qui vont avoir un gros impact soit sur notre trésorerie, soit sur notre résultat et les bilans des opérations. Et des fois, on prend des mauvaises décisions quand on n'est pas à l'aise avec les montants. Justement, en fait, du coup, c'est le même travail en soi, d'un point de vue très factuel, c'est la même chose de faire, entre guillemets, une opération à 1 million, une opération à 100 000, une opération à 500 000, la plupart du temps. Néanmoins, la prise de décision, si t'es pas habitué avec les montants, elle est beaucoup plus dure, et du coup, le travail est beaucoup plus dur, des fois, sur des opérations plus importantes. Et ça peut amener à faire des mauvaises décisions ou à prendre des mauvaises décisions. Et c'est aussi pour ça que ça peut être intéressant d'avoir des associés qui financièrement rassurent, ont l'expérience de ces montants d'opérations, ou alors vont compléter et vont rassurer pour différentes raisons, ou sur des montants de travaux qui sont significatifs quand on n'a jamais fait de travaux, ou sur des points techniques, typiquement création de diviser une maison typiquement en plusieurs lots, qui est pas forcément simple d'un point de vue technique, avec peut-être Enedis, avec les assainissements, avec l'urbanisme, etc. Quelqu'un qui l'a déjà fait, en fait, on achète son expérience aussi et ce confort mental. Parce que quand on est tout seul, et c'est une activité qui est très solitaire, et c'est ça qui est difficile, je pense, pour beaucoup de personnes qui veulent le faire ou qui sont marchands de biens, qui font de l'immobilier en général, c'est qu'on a plein de partenaires, on rencontre plein de monde, sauf que quand il faut signer les chèques, quand il faut mettre son argent, quand il faut signer les cautions solidaires, c'est-à-dire si ça se passe mal, on prend ta baraque. C'est ça qu'il faut dire. Tu vois, c'est vraiment et puis tu les cumules, tu vois, tu dis oh là ils me prennent une fois la baraque, deux fois la baraque. Ça va pas aller. Et ben en fait, c'est pas du tout pareil. Et t'es plus dans la même psychologie. Et qui dit que t'es pas dans la même psychologie, t'es pas dans la même action et dans le même résultat peut-être derrière. Et donc pour ça, je pense que c'est important de grandir étape par étape, ou si on veut, entre guillemets, franchir une étape un peu importante, de trouver quelqu'un qui va pouvoir nous accompagner, nous rassurer, nous calmer. Alors c'est peut-être pas valable, moi je fais pas de conseils à tout le monde, voilà, mais peut-être pour des personnes qui sont pas à risque à fond, d'avoir des personnes qui rassurent et qui permettent de monter les étapes petit à petit, ça aidera. Parce qu'on peut vite se brûler les ailes et vite retomber très bas. Parce qu'en plus dans ce métier, enfin il y a évidemment le capital, c'est le gros, la chose qu'on peut pas perdre. C'est un peu comme quand tu es en trading en fait. Si tu as plus de capital, tu peux plus capital, on peut plus jouer. Tu vois, c'est fini. fini. Il y a aussi comme c'est beaucoup d'humains, le réseau, c'est compliqué, tu vois, d'avoir fait. Enfin il y a des marchands qui sont brûlés aussi par rapport à ça. Ouais, c'est vrai. En fait, je pense que c'est important d'avoir une parole, de tenir un engagement professionnel, cohérent, dire ce qu'on fait, faire ce qu'on dit. Ça, c'est un leitmotiv que j'ai un petit peu. Assumer que ça se passe bien ou mal. Assumer vis-à-vis des agents immobiliers, des partenaires, des notaires, des banques ou des acquéreurs futurs. Ça, c'est hyper important parce que la crédibilité, elle met beaucoup de temps à se créer. La légitimité, la crédibilité, beaucoup de temps. Et le réseau se met beaucoup de temps à se créer. Par contre, ça va très vite de tout perdre. Surtout quand on n'assume pas ses actes derrière. Et du coup, ça, moi, j'ai un point d'honneur là-dessus. Et je pense qu'au fur et à mesure, ça te donne une vraie légitimité, crédibilité. C'est quelqu'un qui fait les choses bien et qui va assumer quoi qu'il se passe, en fait. Moi, j'aime bien qu'on dise ça de moi. En tout cas, c'est ce que je veux qu'on dise de moi. Et sur la partie capital, effectivement, et notamment quand tu commences. Parce que, en fait, quand tu commences avec un capital X, je sais pas à quel point tes auditeurs sont au courant et au fait un petit peu de comment ça fonctionne sur le marchand de biens, mais globalement, si on prend un exemple que j'aime bien prendre, sur une opération qui coûte 100, la banque va demander 20 d'apport, donc on va mettre 20, et on va générer 20% de marge, donc globalement 20. Donc si on reprend ce calcul, ça veut dire qu'avec 20 d'apport, on génère 20. Donc on double notre montant d'apport sur une opération. Et puis du coup, avec 20, on fait 40, avec 40, on fait 80, et ainsi de suite. Sauf que si au démarrage, vous êtes planté sur votre première opération, et avec vos 20, soit vous faites 20, c'est-à-dire que vous faites rien du tout, vous avez fait zéro marge. Soit même vous perdez de l'argent, en fait, votre capital, vous vous retardez beaucoup. Et puis peut-être vous avez fait 20 à 40, 40 à 80, puis à 80, vous vous plantez largement. Vous faites une mauvaise opération. Là, vous retombez
2-3 étapes en dessous. Et du coup, c'est ça qui est difficile, c'est de grandir, croître, mais je pense en ayant un petit peu de buffer, de tampon, de zone de sécurité, de matelas, de gestion de la trésorerie, qui sont des compétences clés dans l'activité entrepreneuriale et encore plus dans l'activité de marchand de biens. Combien en association, du coup, d'OP, tu penses qu'on peut gérer en parallèle, tu vois, et à quel niveau, pour reprendre aussi ce point du capital, dans quelle mesure on peut quand même faire du marchand sans capital? Alors, faire du marchand sans capital, je pense que le dire comme ça, ou quand on entend des promesses, c'est un peu vendre du rêve. Très honnêtement. Je suis persuadé, effectivement, qu'avec peu de capital, et si on a un bon réseau, une grosse force de travail, qu'on est capable de monter des opérations et potentiellement de trouver soit des investisseurs, soit des associés qui vont les financer. Ça, c'est sûr. Par contre, dire vous partez de zéro, vous n'avez pas d'expérience, vous n'en avez jamais fait, et vous allez vous lancer, vous allez exploser, cartonner, j'ai un petit peu de mal à le croire. Mais il y a toujours des exemples qui vont me dire que j'ai tort de le dire. Mais de dire ça à la majorité des gens, je pense que c'est une erreur. Partir sans capital, ça me semble compliqué. Maintenant, avec peu de capital, et grossir, croître petit à petit, avec de la méthodologie, du travail, justement, en montrant... et pour le coup, il faut travailler, c'est vraiment un vrai métier, c'est vraiment une vraie activité. On peut y arriver, à monter petit à petit, et à avoir des résultats qui sont importants. Ça, c'est vrai, c'est véridique. Et sur la bande passante, plusieurs projets à la fois, tu penses que... Alors sur la bande passante, plusieurs projets à la fois, ça dépend quels sont, notamment, tu parlais des associés, quelles sont leurs tâches. Parce que dans une opération, on a le sourcing, ce qu'on appelle sourcing, ou le développement de l'opération, c'est-à-dire la trouver, la sécuriser. Sécuriser, c'est-à-dire quoi? C'est avoir une offre d'achat contre-signée, on n'est pas encore au stade de la promesse, mais boum, on s'est mis d'accord avec un vendeur, il est OK. Ça, c'est une première étape. Ensuite, il y a toute la partie de montage, c'est-à-dire préparer, qu'est-ce qu'on va faire, si on prend typiquement un immeuble à la découpe, relevé géomètre, prise de contact avec des locataires, gestion des évictions, c'est-à-dire les sorties de locataires s'il y en a, diagnostic, devis travaux s'il y en a, etc., etc. Tout préparé, puis le dossier bancaire, tout monté, et puis ensuite, une fois qu'on a acheté, il va y avoir la phase opérationnelle, c'est-à-dire on réalise tout ce qu'on a prévu en amont, et puis ensuite la phase de commercialisation, mais des fois qui est un peu en amont, parce qu'on peut des fois prévendre certains lots, voilà. Mais en fait, qui fait tout ça? Si c'est toi, avec ton opération qui fait tout, et que tu en as 4, 5 comme ça, j'espère que tu as beaucoup de temps. J'espère que tu es un gros bosseur. J'espère que tu fais que ça, parce que ça peut prendre beaucoup de temps de gérer tout ça. Et puis, probablement, la question aussi, c'est où sont les opérations? Si elles sont à côté de chez toi, et que tu en as 5, c'est pas la même chose que j'en ai 5, une dans l'ouest, une dans l'est, une dans le sud et une à Paris, quoi. Donc, il y a plein de facteurs qui rentrent en ligne de compte. Et souvent, il va falloir, c'est pour ça, soit déléguer en externe, soit internaliser, soit s'associer. C'est une forme de délégation, soit prendre des prestats qui vont le faire, mais qui vont, entre guillemets, manger un peu ta marge. Ça fait partie des coûts pour pouvoir assumer toutes ces opérations. Ouais, et c'est là aussi où je voulais t'emmener, parce que j'ai un peu le sentiment que justement, toi, t'es assez câblé orga, assez câblé productivité, tu vois, t'es pas là pour perdre de temps, ça transparaît. Il faut y aller, quoi. Faut y aller, exactement. Et tu vois, la question du coup, au travers de ton expérience, ton vécu, c'est à quel point on peut scaler. C'est un peu le mot à la mode, tu vois, mais de l'immobilier, c'est un peu l'antinomique du scale. Oui, quoi. Oui. Alors, on n'est pas sur un logiciel SaaS, donc où qu'on ait un utilisateur ou qu'on en ait 1000, c'est pareil, et qu'on le vende à 1 ou à 1000, c'est globalement pareil, hormis un peu de bande passante. Non, là, clairement, c'est pas une activité qui est scalable au sens scalable, hyper croissance, entreprise de la tech ou du digital. Non, c'est de l'immobilier. Donc on a des travaux, on a des personnes, on a un temps long de l'immobilier en France. C'est-à-dire que typiquement, vous avez acheté un appartement, vous allez faire des travaux, ensuite vous allez le mettre en vente, vous allez avoir une offre d'achat, vous allez chez le notaire pour signer la promesse, puis ensuite il a encore 3 mois pour réitérer. En fait, c'est des cycles qui sont longs. Donc, l'hypercroissance ou la scalabilité pure, elle est difficile. Néanmoins, je pense qu'on peut se développer rapidement, mais en utilisant des bons leviers, mais pas au point de scale qu'on peut entendre dans certains domaines. Ça voudrait dire quoi? Typiquement, moi, ce que j'ai fait, je suis associé avec Sébastien, qui est aussi l'autre associé du cercle, et on a recruté quelqu'un qui va être responsable de programme.
C'est-à-dire que nous, on va pouvoir se concentrer sur le sourcing d'opérations, sur le financement de ces opérations, une partie sur la gestion opérationnelle, mais on a pris quelqu'un qui va venir nous aider à monter des opérations et à les suivre, mais pour qu'en fait, on puisse en faire toujours un petit peu plus. Et peut-être qu'on aura d'autres personnes. Donc ça nécessite en fait le fait de faire plus d'opérations, soit des associés, soit des internes, soit des externes, qui vont pouvoir gérer une partie des tâches. Seulement, c'est pas un scale au sens que ça n'a pas de coût d'augmenter. C'est-à-dire que ça a toujours un coût, soit d'externaliser. Typiquement, vous voulez gérer les travaux vous-même, bah vous pouvez, étape 1, faire vos travaux. Bon, c'est pas ce que je vous recommande, mais ensuite, vous pouvez faire vos travaux. Mais vous devez toujours contrôler qu'est-ce qui est fait. Et ensuite, vous pouvez faire vos travaux et faire contrôler vos travaux par exemple, une boîte de maîtrise d'œuvre qui va gérer ça. Donc, en fait, vous avez déjà 3 niveaux. Ensuite, vous pouvez commercialiser vous-même vos appartements. Ça, c'est ou vos maisons. Vous allez mettre une annonce, puis vous le faites. Ou vous pouvez faire commercialiser. Mais à chaque fois que vous déléguez, on le comprend très bien dans la commercialisation, l'agence prend 5%, 4%, 6%. Et c'est pareil pour tout. Moins vous en faites, entre guillemets, plus ça vous coûte potentiellement, mais ça vous permet d'en faire plus, et du coup, ce volume que vous augmentez, eh bien, il vous permet, in fine, d'avoir peut-être plus de résultats. Mais c'est OK de vouloir faire son opération, l'acheter, la rénover soi-même, la revendre ou l'exploiter en locatif, peu importe, et puis le gérer, puis ensuite d'en faire une deuxième, etc. Et c'est OK, c'est très bien. Et il y en a d'autres qui veulent aller un peu plus vite, qui veulent un peu plus déléguer ou qui veulent prendre des gens qui sont meilleurs qu'eux à certains endroits. Et c'est possible aussi. Néanmoins, ça nécessite une bonne orga, un bon suivi de projet. C'est vraiment un pilote chef d'orchestre, le marchand, mais l'entrepreneur en général. On éteint un peu des feux à droite à gauche un petit peu tout au long de la journée. Et il faut suivre, quoi. Il faut suivre. C'est un métier vraiment, par contre, dynamique pour ça. Et j'ai l'impression que plus tu augmentes en expérience, et plus tu veux justement en sorte de scaler, en tout cas optimiser, augmenter en volume, plus il faut que tu saches les points critiques où il peut y avoir des jonctions, où il pourrait y avoir des problèmes en fait. Et être là à ces moments-là, quoi. Ouais, c'est exactement ça. Il faut être capable de l'identifier. Un des points majeurs dans notre activité, c'est la trésorerie. Alors ça, c'est quelque chose, moi j'y passe toutes les semaines ou tous les 15 jours sur le tableau pour réactualiser, analyser, vérifier ce que j'ai dit. Parce qu'en fait, voilà, si je donne un exemple, on a une 60aine de lots à vendre. On a des offres, on a des promesses qui se signent, on a des prêts qui montent, qui se font pas, on a des dates de signature qui se décalent pas, des acquisitions nouvelles. Il faut ajuster les dates. Et du coup, chaque semaine ou chaque quinzaine, au plus tard chaque quinzaine, j'actualise pour être sûr d'avoir le tableau de trésor, parce qu'à un moment donné, si vous avez plus de sous, il y a plus de sous. Il n'y a plus de sous, c'est fini. Ou alors, il faut l'anticiper. En fait, si vous voyez que dans un moment, il y a un problème de trésorerie, il y a plein de solutions de financement, de refinancement, de trouver des investisseurs qui vont venir sur les opérations pour aider, accompagner, avec des bons rendements, des plateformes de crowdfunding, des financeurs bancaires ou autres, etc., etc. Mais c'est juste de l'anticiper. Ça, c'est hyper important. Et par contre, des fois, l'autre goulot qu'il peut y avoir, c'est on est super bon pour trouver des opérations, mais du coup, en fait, on en trouve une, puis on en trouve une deuxième, puis on en trouve une troisième, puis on continue, en fait. Et c'est pas l'argent le problème, entre guillemets, c'est la capacité qu'on a à gérer les opérations et la partie, je vous parlais de montage et d'opérationnel. À un moment donné, là, j'ai senti que j'étais beaucoup, il fallait que j'arrête. Donc là, j'ai dit, on arrête pour 2025, plus d'OP. Ouais. C'est presque un luxe, entre guillemets, mais... Alors, on était... là, c'était il y a 2 mois. Tu vois, donc, c'était fin du T2, on va dire. Sinon, là, plus. Je veux plus pouvoir en acheter parce que je vais avoir trop de gestion. Sur la totalité, en fait, t'ajoutes de la charge. Tu dis non, là, ça marche pas. Donc, les dossiers, on les passe aux copains, quoi. C'est un peu l'idée. On est obligé, là. Et en fait, vaut mieux faire ça parce que sinon, en fait, vaut mieux 1 bien fait que 10 mal fait. Même si sur les 10, toujours on voit la marge en bas, ouais, super, 10 fois telle marge, c'est super. Mais ouais, mais en fait, tu vas faire n'importe quoi. Ou tu vas en gérer 3 biens, 4 biens, 5 biens, même si 9 biens et 1 qui part au carton. Celui qui part au carton, il va t'en faire perdre 3-4. Donc, il vaut mieux courir un lièvre ou 2 ou 3 ou 4 à la fois, mais pas trop non plus. Pas trop non plus. Tu as cette perspective aussi, pour les gens qui connaissent pas, tu es le fameux créateur de la chaîne YouTube MDB. Je suis un peu sur la chaîne YouTube du Cercle. Ouais, Cercle MDB. Donc, tu as cette vision aussi de pas seulement toi, ton activité en tant que telle, mais de tous les marchands en fait qui sont dans le cercle.
Et ça donne une perspective, je trouve, intéressante. Et une question peut-être au travers de ça que se posent pas mal les auditeurs, c'est déjà, soit ils ont commencé, soit ils veulent se réorienter. Quelle stratégie par rapport à là où je suis, par rapport à mon appétence au risque, les trucs sur lesquels je suis bon ou pas bon. On essaie toujours en général de mettre un levier. Enfin, là où on est bon, c'est là où on va avoir de l'impact. Ça sert à rien de faire un truc contre-productif qui fonctionne pas. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur le choix de la stratégie en fonction de soi-même? Alors, sur cette chaîne, on filme les opérations de nos membres. Des vraies opérations. J'ai vu plus d'une centaine d'opérations, peut-être même plus maintenant, mais visitées en live. Donc on visite, on voit le bien. Et des fois avant, des fois après. Des fois j'ai vu les avant-après. Et j'ai vu dans tout secteur. Secteur paumé au fin fond d'un petit patelin. Des opérations à Paris ou dans les grandes villes, les grandes métropoles. Des opérations dans les villes de province. J'ai vu tout type d'opérations en termes de typologie. De l'immeuble à la découpe, des locataires, des produits de rentabilité, des biens de haute qualité, des biens entre guillemets plateaux, des biens complètement éclatés. On a tout filmé. Enfin, tout filmé. En tout cas, tout ce qu'on a filmé, tout ce qu'on pouvait filmer, on a essayé de le faire et de le montrer. Ce que je me rends vraiment compte que c'est pas ni le secteur, c'est pas le secteur du tout qui fait la possibilité de faire des opérations de marchand de biens ou de l'immobilier en règle générale. C'est la créativité, l'adaptabilité des marchands sur leur secteur ou des investisseurs au sens large, opérateurs immobiliers sur leur secteur. C'est certain qu'on va pas faire les mêmes typologies d'opérations si on est à Cannes, si on est au fin fond d'une ville, dans un endroit où les prix au mètre carré sont à 1 000 euros du mètre, dans d'autres où il y a 10 000 euros, dans certains endroits où les gens veulent que de la résidence principale, dans d'autres veulent que de la résidence secondaire ou de l'investissement. Dans des endroits où il y a des gens qui sont capables de faire des travaux ou d'autres où ça coûte hyper cher de faire des travaux et c'est pas possible. Et donc c'est cette adaptabilité et cette capacité à comprendre justement cet environnement qui est hyper importante. Maintenant, dès que j'arrive dans une ville, je vois ce qu'on peut faire. C'est-à-dire que je me dis, dans une ville comme celle-là, vu les prix au mètre carré, vu les typologies de bâtiments, vu la catégorie socio-professionnelle majoritaire dans ce secteur, les compositions des familles, vu l'appétence ou pas à de l'investissement. C'est tous des petits curseurs qu'on a juste et on se dit, mon produit idéal probablement dans ce secteur, ou ce que je vais trouver le plus probablement, c'est la division de bâti, ou c'est des immeubles à la découpe, ou c'est des produits pour des investisseurs, ou c'est la résidence secondaire. Et du coup, de réfléchir directement aux personas à qui on va vendre, ou qu'on a le plus de potentiel de vente, c'est ça, je pense, qui est important. Mais dans tout secteur, on pourra faire des opérations et on le voit en fait. Et puis moi, j'aime bien regarder aussi sur voir un peu ce qu'il y a comme actualité dans les opérations de marchand de biens, voir qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui est réalisé, etc. Et on voit que de partout, il y a des opérations, dans tous les départements, dans tous les secteurs. Mais il y a certaines typologies dans certains secteurs qui marchent mieux que d'autres ou qui ont plus de chances de marcher. Et c'est vraiment ça, la capacité à s'adapter. Ça amène à quelque chose qui est être capable, entre guillemets, d'être compétent sur différentes typologies. Il y en a certains qui disent, moi, je fais que du clé en main de la rénovation. D'autres, je fais que du terrain à bâtir, que je vais détacher. D'autres, je fais que des immeubles. Mais si tu fais que des immeubles, dans un secteur où il n'y a pas d'immeubles, c'est compliqué. Si tu veux faire que des terrains à bâtir, en région hyper dense déjà, type Île-de-France, dans beaucoup de secteurs Île-de-France, ou à Paris, c'est compliqué. D'autres, je fais que du plateau. Il y a des secteurs où le vente en plateau ne marche pas. Je veux faire du luxe. Tu veux faire du luxe fin fond de la Creuse. Ça marche pas. Et donc en fait, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que si tu ne sais faire qu'une seule chose, peut-être que dans certains secteurs, tu vas te retrouver limité. Et peut-être que tu seras pas capable de saisir des opportunités parce que tu sais pas faire ou tu vois pas le potentiel. Et c'est ce qu'on fait aussi quand on modélise des opérations. Tu vois, dans le cercle, on réfléchit à différentes possibilités. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? C'est quoi le mieux? C'est quoi le persona qui va acheter? Est-ce qu'il est capable d'acheter ce produit-là? Est-ce qu'il veut faire des travaux ou pas, etc. Et donc du coup, je pense que c'est ça la vraie clé, l'adaptabilité. Et puis derrière de se focusser sur la recherche de cette plus grande majorité de produits potentiellement dans cette ville-là. Ouais, c'est ce qui me venait en tête quand tu décrivais ça, c'est que tu vas chercher là où il y a le plus de débouchés finalement. Tu cherches le client final et tu dis c'est là, c'est une fois que j'ai mon personae. Si c'est un personae où en fait ça représente 1% de la population dans le secteur, c'est un personae, mais il faut le trouver quoi. T'as moins de chances de le faire. Ouais. Mais c'est pour ça que je dis on peut tout faire dans tout secteur. Mais il y a des choses qui naturellement seront plus faciles que d'autres.
tu me dis bon, je vais faire que des locaux commerciaux dans une ville, un centre-ville d'une petite ville, etc. Qui est plutôt en déclin, où il y a des grands centres commerciaux, etc. Ok, t'es sûr, c'est peut-être que tu vas en trouver, mais tu vas trouver de l'intérêt, qui va te le louer, ça va être compliqué. Comment tu vas gérer ça? Versus, je suis en placement prime à Paris, je vais gérer un changement de locataire, je vais retrouver un bail plus cher. Ok, là peut-être, pourquoi pas, sur Paris. L'autre, j'ai moins de chances de le faire. Ça veut pas dire que tu peux pas le faire. Tout est possible partout. Il faut pas se mettre de barrières. Mais il y a des choses qui sont plus faciles à certains endroits. T'es dans un centre-ville, des immeubles qui sont déjà des monopropriétés mais avec différents lots. Ça c'est peut-être plus probable de le trouver que dans d'autres secteurs où il y a que des maisons et des pavillons et les gens veulent que ça. Et tu vas trouver peut-être des acquéreurs plus facilement pour ce type de bien. Il y a un peu une mauvaise perception qui peut se créer aussi par rapport à ça, c'est de dire justement, tu vois, le fameux commentaire de l'agent, des petits espaces dans cette ville, il y en a pas. Donc tu peux le voir de deux côtés, tu peux dire il y en a parce qu'il y a pas de demande, ou il y en a pas parce que justement je vais créer un truc, tout le monde va se jeter dessus. Exactement. Et ça c'est un sujet toujours délicat et on en parle souvent aussi dans les études, dans les clubs deals qu'on fait, etc. Il y a rien à vendre. De cette typologie-là, il y a rien à vendre. Il y a rien à vendre parce que personne n'en veut, ou il y a rien à vendre parce que tout le monde le veut et du coup il y en a plus. Ça, les données, elles te le donnent pas. Il faut discuter avec les gens. Et justement, c'est là où il faut qu'on mette le marché en face et se dire, ok. Et puis même s'il y en a pas, il y aurait pas une seule personne qui en veut une, qui veut ça. Finalement, en fait, des fois, tu te dis, en fait, je veux qu'une seule personne. Moi, j'ai un bien à vendre, j'en veux qu'un seul. Ou un locataire, tu vois, c'est pareil. En fait, c'est la même réflexion. Peut-être que si, en fait, il y en a quand même. Mais du coup, à quel prix? Est-ce qu'il a le choix? Est-ce qu'il a pas le choix? En fait, c'est des réflexions beaucoup plus larges. Et c'est pour ça, je pense que c'est bien de demander à des acteurs s'ils comprennent vraiment leur marché et de pas se fier à un seul interlocuteur ou à une seule source de données. J'aime bien quand il y a de la cohérence, moi, en fait, entre différents points, différents éléments qui sont amenés par différentes personnes et différentes professions. Ça permet d'avoir plus de consistance. J'imagine qu'il faut un peu aussi d'humilité et de flexibilité à travers du produit. Tu vois, c'est un immeuble où tu peux faire certains en plateau, certains finis, parce que tu sais pas vraiment encore, donc tu vas encore un peu chercher le marché. Tu donnes un peu plus de chance finalement que ça fonctionne, quoi. Tout à fait, en fait, de varier. En fait, il y a des statistiques un peu, je dirais, démographiques. En fait, il y a tant de personnes seules, il y a tant de couples, il y a tant de personnes qui vont décéder, tant de personnes tant d'enfants qui vont naître, tant de couples qui vont se séparer, tant de couples qui vont avoir un enfant. Et donc, du coup, il faut des typologies différentes dans chaque secteur, et de l'analyser, c'est important. Alors là, on était en train de faire un programme dans une ville plutôt en déclin démographique, vers la frontière luxembourgeoise, et puis on discutait avec un commercialisateur très spécialisé, très bon sur l'étude de marché. Il nous disait la ville diminue, etc. Et avec votre programme, vous amenez 15 logements dans une ville où il y a à peu près, je sais plus combien de transactions, mais ça fait tant de % de la transaction. Bon, là, il y a peu de risque de faire bouger le marché, il y a peu de risque de bloquer le marché, vous amenez des typologies différentes. Et en fait, une analyse complète là-dessus. C'était hyper intéressant de discuter avec lui, parce qu'il nous a amené beaucoup d'éléments là-dessus. Et il nous a amené des éléments que je prenais pas forcément en compte. Donc, combien t'amènes de logements par rapport au parc actuel? Mais ça peut être fait très facilement, en fait. D'ailleurs, à un moment donné, j'ai entendu parler plein d'investisseurs qui disaient, attends, j'avais fait des colocs, mais il n'y a que des colocs sur mon secteur. Mais en fait, le nombre d'annonces qu'il y a à ce moment-là, tu prends le nombre d'annonces de colocs en août, ou le nombre d'appartements à Paris à louer de T1, on a pu voir des évolutions, des variations. Et en fait, donc tu vois des mécaniques de marché qui sont là, et donc du coup potentiellement des mécaniques de vente qui peuvent arriver derrière. Là-dessus, quoi. Donc, mais là, c'est vrai que tu peux te dire aussi, je suis le premier à mettre des colocs dans cet endroit. Je suis early, je suis super. Mais tu peux aussi être le seul, finalement, parce qu'il y a personne qui les prend. Tu peux être le génie ou le roi des cons. Mais c'est vrai. Mais, c'est ça, un entrepreneur. Toujours le truc de Ford, là. Ouais. Tu t'aurais demandé il y a longtemps qu'est-ce que les gens ils voulaient des chevaux qui allaient plus vite. Puis là, il a fait des bagnoles. C'est ça. Bon, j'ai rien pour ou contre Elon Musk, mais il y a des fusées avant, on les perdait. Et puis lui, il a dit, non, on va les faire redescendre. Ça peut être un génie. Et s'il avait pas réussi, ça aurait été le roi des losers. Ouais, il sera aussi dans les annales. Mais non, mais voilà, tu vois, en fait. Donc, à un moment donné, c'est aussi ça, d'être convaincu, d'être entrepreneur, de prendre des risques et de faire des choix. Et faire des choix, c'est à double tranchant. Des fois, tu fais le bon, et des fois, tu fais le moins bon. Et tu peux pas le savoir a priori, tu le sais que a posteriori.
Tu parlais du commercialisateur là qui te donnait des données que tu trouvais intéressantes. Ouais. C'était quelqu'un c'est quoi son job? Il fait des mises en œuvre, il fait des programmes. Il accompagne des grands réseaux de CGP à analyser, étudier les marchés pour être sûr que les dossiers qu'ils vont prendre, ils ont un potentiel et ils sont cohérents avec une grille et ils rassurent des comités de validation. Et ça, tu vois, je trouve ça passionnant aussi et peut-être que tu l'as vu et justement, je pourrais te poser la question là-dessus, c'est que j'ai l'impression aussi que quand tu te développes, tu commences à toucher des acteurs qui semblent complètement inconnus auparavant et des gens qui sont un peu plus beaucoup plus pointus parce qu'ils sont sur des niveaux en fait beaucoup plus élevés, tu vois, aussi d'enjeux, tu vois, on parle de vraiment real estate, des vrais programmes même commerciaux et tout, des gens qui prennent pas ce risque du coup parce ils sont super câblés, ils ont beaucoup de ressources qu'ils mettent en avant pour avoir des données les plus pointues possibles avant de prendre une décision. Et nous, investisseurs particuliers entre guillemets, même quand tu commences à être, en fait, t'es toujours quand même en bas, t'es pas encore à leur niveau, tu vois. T'as pas les ressources, t'as rien, et pourtant tu peux quand même t'alimenter de leurs données. Je sais pas, t'as de plus en plus accès, toi, à ces gens-là. Ouais, alors on rencontre de plus en plus de personnes qui semblaient mais loin et là-haut, tu vois, vraiment que ça soit justement dans des grands groupes de commercialisation. En fait, là, on va se faire commercialiser par une banque. C'est-à-dire nos programmes seront commercialisés parce que c'est un programme de particulier avec des programmes de défiscalisation de Normandie. Et en fait, c'est un réseau de banques qui nous commercialisent. Là, tu te dis, bon, bah, mon programme, il va atterrir chez un conseiller bancaire, bon, qui comprendra peut-être pas grand-chose, mais il va proposer ça à son client. Enfin, tu vois, tu te dis, bah, les enjeux, c'est long. Et puis, il y a quelques années, je faisais des opérations à 100 000 euros, un flip ou une rénovation de chambre de bonne, comme j'en ai fait. Voilà, tu vois, et donc, tu vois ces acteurs-là. Tu vois cet acteur qui étudie le marché, tu vois des experts immobiliers qui font des expertises sur des gros dossiers d'immeubles, où là, on est sur des dossiers parisiens, sur un dossier parisien notamment, un gros immeuble à la découpe, avec beaucoup de logements, un locataire hyper prime en pied d'immeuble. Je peux pas en dire plus, mais pour l'instant, mais voilà, mais voilà, on est sur un gros dossier qu'on pensait jamais toucher. On est à faire des financements en millions d'euros, le truc que j'imaginais pas forcément il y a quelques années, et en plusieurs millions d'euros d'encours. On discute avec des interlocuteurs, typiquement dans des banques qui aiment bien les marchands de biens et qui sont du côté du Portugal. On discute avec des acteurs un peu influents au sein de la banque, avec certains directeurs, sous-directeurs. Et en fait, ça change beaucoup les interlocuteurs qu'on a, quoi. C'est vrai. Et on évolue. Et ça va assez vite, je pense, si on fait bien les choses, qu'on est bien entouré et qu'on arrive un petit peu à communiquer autour de ça et à véhiculer un petit peu ce qu'on fait. Ouais. Parce que c'est vrai que ça donne cette impression que il y a des points de connexion qui se créent maintenant entre justement l'investisseur marchand de biens qui se structure, qui se professionnalise, qui grossit, qui a une méthodologie, voilà, qui est organisée et qui commence à pouvoir créer de la valeur, qui peut-être même la personne, enfin le groupe ou le groupe bancaire ou autre qui était en fait qui est vraiment sur une on va dire une logique de volume est moins habitué ou est moins bon dans la création de valeur. Tu vois, c'est un peu comme le constructeur neuf qui est pas bon pour faire de la réno, tu vois. C'est vrai. Et que j'ai l'impression que ces deux mondes, et voilà, le monde de CGP et le monde de l'investisseur, ils commencent un peu à se il y a un peu l'investisseur, je dirais, bidouilleur, bricoleur dans son coin, particulier, le marchand de biens qui fait quelques opérations dans l'année. Et il y avait un peu ce côté-là, qui a été un peu mis de côté. On le balaye. Mais sauf que lui, il marchait très bien. Il y en a plein, moi j'en connais, des investisseurs, entre guillemets, rentiers, des investisseurs qui ont remplacé leur salaire, qui ont fait des fortunes, des capitaux énormes, qui ont la capacité de faire ce qu'ils veulent. Arrêter de travailler, continuer, faire leur activité, réinvestir, en marchand, en investissement locatif. Et de l'autre côté, il y a un peu ce milieu corporate, alors je vais pas me faire des amis, mais parisiano-parisien, costard cravate, qui travaille dans des grands groupes, qui fait des belles opérations. Mais je peux te dire que moi j'ai certains bilans de mes sociétés qui sont bien et ils ont pas ça sur les grands groupes. Hein. Et d'ailleurs, en fait, la faiblesse de ces grands groupes, ça a été quand il y a des périodes de crise, d'avoir des frais fixes qui sont importants et quand ils n'arrivent pas à générer le volume d'affaires qu'ils doivent faire, ils sont en difficulté. Et malheureusement, je dis pas que c'est une bonne chose. Hein. Au contraire, les logements neufs, ça s'est effondré. Construction de maisons individuelles, ça s'était effondré. Il y a eu beaucoup de liquidations. Ils avaient plus d'agilité, parce qu'ils avaient beaucoup de staff, beaucoup de structures et de frais de structure, versus des marchands, des foncières, des petits family office, des petits investisseurs, petits encore une fois, monsieur et madame tout le monde, les gens qui nous écoutent, etc., mais qui sont beaucoup plus agiles, ils sont capables parce qu'ils ont moins de frais fixes, moins de structure. Oui, ils sont plus artisans,
Mais ça leur a fait du bien dans cette période-là. Et moi, j'aime bien, même si je veux me structurer, de garder cette agilité et pas devenir, entre guillemets, une usine à gaz où tu as 6 niveaux de hiérarchie et tu prends plus de décisions et ça devient compliqué d'être assez agile sur les opérations. Néanmoins, je comprends que certains opérateurs ne veuillent plus aller sur des opérations trop petites parce que, en fait, ils ont tellement de frais fixes à un moment donné qu'ils doivent les gérer et les payer. Et donc, s'ils vont sur des opérations trop petites, en termes de temps de travail, de temps de cerveau, il est mal employé à aller sur des trop petites opérations. Mais c'est pas parce que c'est des grands fonds, c'est des grands SCPI, je ne sais quoi. Je vais pas te donner le nom parce que je les ai même pas en tête, mais j'ai vu un paquet de posts là récemment sur LinkedIn où les CPI ou les fonds value add, qui sont des fonds création de valeur, se sont pris mais des gadins mais monumentaux. J'ai vu un immeuble, je crois, et il l'avait acheté 70, ils le revendent 40, 3 ans plus tard. Et c'est pas les seuls. Et il y en a beaucoup comme ça. Et pourtant, c'est des gens qui ont la tête bien faite. Ça sort de cabinet de conseil, ça sort de formation hyper poussée dans l'ingénierie financière, dans l'immobilier en général. Et ils ont raté. Comme ça pourrait arriver à n'importe qui, en fait. Ouais, sauf que bon, pour eux, enfin, ça leur coûte une promotion, ça leur coûte le peut-être marchand, ça leur coûte son pantalon et sa maison. C'est ça. Mais oui, et pour le coup, ce que je veux dire à tout le monde là, c'est pas parce que vous êtes au démarrage, c'est pas parce que vous commencez, c'est pas parce que vous faites une petite opération, vous avez pour beaucoup plus de sans dire de gros mots, beaucoup plus de coronesses que certaines personnes. Ouais. Qui sont dans ces grands groupes, et il faut pas du tout se sentir inférieur. Au démarrage, oui, on a un peu moins de légitimité, un peu moins de crédibilité, c'est plus petit, mais on peut monter les étapes petit à petit, et ça va se faire. Et il faut pas se sentir inférieur en tout cas. Vous avez votre analyse, vous avez vos façons de faire, vous avez vos façons de travailler, vous avez vos analyses d'opération, vous avez vos bilans. Faut assumer, faut y aller. Oui, c'est peut-être le démarrage de votre carrière. Oui, vous êtes peut-être avancé, vous en avez fait 10, mais il y a toujours quelqu'un qui sera plus que vous. Mais c'est pas parce qu'il fait plus qu'il est vraiment meilleur ou que c'est quelqu'un qui doit dédaigner un petit peu tous ceux qui sont en dessous, quoi. Au contraire, il faut qu'il tire les gens. Il y a pas mal des idées, hein, toujours un peu des tendances qui viennent dans le marchand comme avant dans le locatif. Par exemple, pour dérisquer les opérations, tu vois, la précom, c'est souvent cité, vente à terme, paiement différé. Ou d'autres niches en fait qui sont un peu vues comme un peu la poule aux œufs d'or, vente aux enchères. Ça peut être aussi vente à la découpe. On a trouvé le truc qui font que j'arrive moins à négocier les expulsions ou autre, trouver le truc. Comment tu vois toi ces différents leviers peut-être d'optimisation? Est-ce qu'il y en a qui sont vraiment plus solides que d'autres, et est-ce que c'est juste une mode, Alors, si on parle de la précommercialisation, de la vente à terme, c'est des choses qui existent depuis tellement longtemps que ok, ça existe, c'est là. Il y a des cas de figure où ça s'applique, il y a des cas de figure où ça s'applique pas. En fait, il y a juste pas de solution miracle. C'est des outils. Si on les connaît pas, on peut pas s'en servir. Et si on sait s'en servir et qu'on peut les appliquer à un moment donné, c'est très utile. La précommercialisation, typiquement, là, on a acheté un immeuble il y a pas très longtemps en Bretagne. Au moment de l'acquisition, j'ai plus les montants en tête, mais on avait sur les 8 lots qu'on avait, 7 lots qu'on avait, on en avait revendu 4. Pas revendu réellement. On était sous promesse pour les revendre. On a acheté le jour même, on en a revendu un. Une semaine après, on en a revendu un autre. Un mois après, on en a revendu un autre. Ça nous fait gagner du temps. Qui dit gagner du temps? En marchand de biens, le temps, c'est de l'argent. Parce que les intérêts, les frais financiers coûtent de l'argent, ça nous permet de gagner du temps et du coup d'optimiser nos marges. Donc ça, c'est super. Et dès qu'on peut en faire, moi j'encourage tout le monde à essayer de précommercialiser les lots. Ceux qui disent mais c'est pas possible, on n'a pas le droit, ou s'il y a un notaire qui dit ça, juste ils ne maîtrisent peut-être pas les montages, c'est peut-être pas bien expliqué, trouvez la bonne personne et ça ira bien, mais c'est complètement possible. Et ça, c'est super à faire. Dès qu'on peut le faire, on le fait. Quand on parle de vente à terme ou de paiement différé du prix, globalement, vous achetez aujourd'hui le bien, mais vous le payez plus tard. Pour X ou Y raison, vous pouvez tout négocier comme vous voulez, contractualiser librement avec votre vendeur, de payer un jour plus tard. Si vous faites un flip, vous payez un jour plus tard, vous avez revendu et puis vous pouvez le payer 6 mois plus tard, 1 an plus tard. Enfin, tout est discutable, tout est négociable. C'est possible, sauf que, moi je me dis, juste encore une fois, tout à l'heure, on parlait de probabilité, de chance de réussir. Toi, t'es vendeur, ou moi je suis vendeur. Sur 100 personnes comme nous qui serions vendeurs, est-ce que tu penses qu'il y a
90, 80, 70, 50, 40, 30, 10, 5, 2 personnes qui accepteraient de vendre en vente à terme. Est-ce que toi, t'accepterais de dire c'est plus mon bien et en plus le mec il me paye pas tout de suite, il me paiera plus tard. Bah dans l'immobilier, c'est plutôt rare de faire passer ça. Et donc du coup, ça veut dire que toutes les autres fois où juste si t'étais bon pour modéliser, faire une offre, faire passer un dossier et l'acheter malgré tout avec un financement bancaire ou avec de la love money ou avec de l'argent d'investisseur, tu le fais pas parce que c'est pas une vente à terme. Donc, si tu peux le faire, c'est super. Si tu peux pas le faire, mais qu'il y a quand même de la marge à gagner, bah il faut pas faire de vente à terme, il faut acheter et faire de l'argent quand même. Donc, il y a pas de recette miracle. C'est plein d'outils. C'est bien de tous les connaître ou d'en connaître le plus possible. Tu vois, on dit, j'achète aucun immeuble avec des locataires. Bah, ok. Bah, du coup, moi, je les achèterai. Et parce que je vais travailler ça, je vais essayer de le faire, je vais essayer de mesurer mon risque. Alors, peut-être pas à 100% d'occupation, peut-être 50, 40, 30. Tu vois, il y a peut-être des stratégies à trouver intermédiaires. Ou peut-être beaucoup plus. Mais parce qu'on va provisionner autre chose au bilan. Typiquement des évictions, indemnité d'éviction. Et ça revient à un truc qu'on se disait tout à l'heure. C'est la compétence et la capacité à être multi-produit. Le marchand de biens qui fait toujours, j'achète des studios, je les rénove, je les revends, c'est super. Mais peut-être que s'il veut en faire un petit peu plus, il pourrait faire des immeubles où il y a différentes typologies et pas que des studios. Il pourrait peut-être faire des maisons qu'il va rénover. Mais s'il sait pas le faire, parce qu'il sait faire que une typologie, bah il se limite. Ouais, cette fameuse adaptabilité dont tu parlais. Exactement. Adaptabilité à son secteur et capacité à regarder, à analyser, à être capable de modéliser différents produits. Là, typiquement, un truc sur lequel on a un savoir-faire au sein du cercle, c'est les VIR, les ventes d'immeubles à rénover. 2 secondes, c'est de la VFA dans l'ancien. Donc la vente en état d'achèvement, c'est quand on fait du neuf, et de la VIR, ça reste de l'ancien. Ceux qui savent le faire, ceux qui savent le maîtriser, ceux qui savent le vendre, ben ils font passer des dossiers que d'autres n'arriveraient pas à faire passer. Typiquement, quand un vendeur est bloqué sur un prix, en fait, on pourrait être capable de lui donner le prix, et juste en faisant une vente d'immeuble à rénover, dont lui donner ce prix qu'il veut, et plutôt que d'être sur un blocage, une confrontation, etc., ça prend un peu plus de temps à monter, mais lui, peut-être ça le dérange pas. Et on est capable de faire un bilan qui sort. Si vous savez pas faire de VIR, ce dossier, vous l'abandonnez. Et il y a des marchands qui savent le faire, qui le font. C'est vraiment de 0 à 1, quoi. Ben, en fait, toutes ces, entre guillemets, si on imagine un jeu, tu vois, c'est un peu ce champ de la carte qu'on a développé et qu'on a réussi à ouvrir. Parce qu'on a compris comment ça marchait, le financement bancaire, le financement alternatif, la division de bâti, le détachement de parcelles. Une fois que t'as compris, en fait, t'as une carte qui est plus claire et tu vois toutes les capacités, toutes les possibilités que t'as. Et tant que tu l'as pas fait, tant que tu l'as pas vu, tant qu'on te l'a pas appris, tant qu'on t'en a même pas parlé, tu sais même pas que ça existe, bah tu le fais pas. Ouais, t'as juste un marteau, quoi. Alors qu'il te fallait... Bah ouais, il fallait peut-être juste un truc un peu plus light à ce moment-là. Ouais. Et c'est vraiment... j'ai un truc que j'aime bien, c'est une matrice où il y a le « je sais pas que je ne sais pas ». Je sais que je ne sais pas. Ensuite, je sais que je sais, puis je ne sais pas que je sais. C'est un peu les 4 étapes. Ça marche aussi avec l'incompétent conscient ou compétence, incompétence et conscient, inconscient. Et en fait, au démarrage, bah, vous savez pas que vous savez pas. Vous savez pas tout ce que vous savez pas, vous le savez pas. Sauf que si quelqu'un vous le dit, bah là, à ce moment-là, vous passez dans la phase où vous savez que vous ne savez pas. Ah oui, il y en a qui savent beaucoup de choses. Et je vais peut-être les apprendre. Ensuite, vous savez que vous savez. Et puis après, vous vous rendez même plus compte que vous le savez. Puis ça vient naturellement. Ça, c'est la phase mastering. Et après, quand tu peux vraiment, t'as une sorte de collection dans les mains, t'as toutes les cartes pour dire, ouais, tiens, je vais faire plutôt ça, plutôt, tu peux moduler. Exactement. Et j'imagine aussi dans l'attente de la décision, ça doit aider énormément de se dire go, no go, en fait, beaucoup plus simple. Parce que si t'as si t'as aucun outil et que tu veux faire ta réno de studio, comme tu dis, ah non, ça passe pas, tu vas dire non, ça passe pas, c'est 95% des fois. Ouais, bah ouais. Donc, bon. Peut-être je peux faire ça, peut-être je peux imaginer une autre transformation, peut-être je peux en faire que la moitié, peut-être que je fais que les travaux essentiels, peut-être que je fais aucun travaux, je vois un investisseur sur un studio. Ce T3, qu'est-ce que j'en fais? Bah, peut-être que je peux le transformer en T4. Je gagne une chambre, ça donne un personnel qui est plus large, peut-être, ou pas. Je peux faire la rénovation, je peux faire juste une cloison ou montrer, je peux faire des plans, je peux peut-être le projeter pour un investisseur, je peux peut-être l'ouvrir et il faut des grands T2, parce que les gens veulent ça. Je sais pas. Mais j'ai des idées. Et en fait, si t'as pas cette capacité, cette panoplie de choix ou d'idées, ben, tu te limites, encore une fois. Et moi, je veux que la plupart des gens, ou sur mes opérations, ou les membres du cercle, etc., aient une vision large et soient encore plus d'outils, comme tu l'as dit. Plus d'outils, plus de capacité à modéliser, à imaginer. C'est presque de la créativité de ce point de vue-là.
Ouais, je suis d'accord avec toi là-dessus. Je pense que et ça demande quand même du temps. Si je t'entends bien quand même, c'est pas un truc que tu apprends non plus forcément que dans une formation, dans un livre, un truc. Il te faut avoir du vécu, il faut faire de la modélisation, il faut aller sur le terrain, parce que sinon, je sais pas si tu l'intègres vraiment ce genre de truc. Bah, tu peux avoir. Alors, il y a des gens, je pense, en fait, il y a des gens qui vont être capables de très vite comprendre et implémenter de la théorie qu'ils ont vue. Il y en a d'autres qui ont besoin de la voir. Tu vois, qui sont un peu, c'est pas le même sens qui est mis en pratique. Qui ont besoin de la voir, qui ont besoin de l'entendre. Qui ont besoin de la lire. Enfin, tu vois, il y a plein de choses comme ça. Et effectivement, je pense malgré tout que la meilleure façon de le faire, c'est comme on peut le faire, et j'encourage tout le monde à le faire, visiter des opérations de marchand de biens. Qu'est-ce qu'il y avait avant? Qu'est-ce qu'il y avait après? Comment est la transformation? Qu'est-ce qu'il a choisi? Qu'est-ce que vous auriez fait vous-même? Et à chaque fois, presque, c'est apprendre de l'autre, sans passer par le apprendre de l'autre. Et il s'est peut-être brûlé les doigts, il a pris le risque. Et des fois, ça m'est arrivé aussi une fois. Je fais une offre à un prix. J'ai un autre marchand qui fait une offre plus chère. Ah ben j'appelle le marchand. Pas pour comprendre quoi. Pas pour dire. Non attends, juste explique-moi. Ah ouais, j'ai fait ça et en fait moi j'ai un autre projet, c'est une surélévation. Ah putain, j'ai raté. Il a raison. Et là tu te dis ok, la prochaine fois je regarderai ça aussi. Et en fait du coup t'apprends. Et c'est pas dans une logique de guéguerre ou de concurrence. Il a été meilleur que moi. Trop bien. Je l'envie, je suis jaloux. Juste, ah ouais, la prochaine fois, il faudra que je regarde les choses comme ça. Et je pourrais peut-être encore optimiser le truc. Et ça arrive souvent, en fait, que justement, quand on confronte les opérations avec un coach ou une personne qui est référente ou dans des visites d'opérations, je me rappelle une fois où t'es venu visiter une des opérations, justement, sur Vitry. T'as dit, mais là, pourquoi on fait pas une véranda, un truc extérieur, etc. Mais ça, j'ai dit, mais personne l'a dit. Il y a que lui qui l'a dit. Il avait raison. On peut gagner 30 mètres carrés. 30 mètres carrés à tant de mètres carrés. Bon, on l'a pas fait finalement, mais si tu viens pas, tu me le dis pas, j'y pense pas. Et donc maintenant, quand je regarde qu'il y a un peu du terrain, est-ce qu'on pourrait pas rajouter de la place, etc. Et je m'en rappelle très bien de cette action-là. Et moi, ça m'arrive plein de fois de le dire sur les opérations des membres ou de collègues marchands. D'investisseurs, peu importe. Ah, j'aurais peut-être fait ça comme ça. Ah, j'aurais pas été jusque là. Ah, mais finalement, ça c'est super bien. Et voilà. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, mais il y a, voilà, encore une fois, plus d'idées, de brainstorming et de jus de cerveau ou d'intelligence collective. Ça, c'est vrai que, enfin, ça semble facile à dit comme ça, mais c'est vrai que c'est s'exposer. Un peu, les gens, ont pas forcément envie. Ils ont envie de montrer une fois que c'est fait, tout le monde applaudit, super, t'es vraiment un champion. Mais s'inspirer en prenant conscience que, en gros, je viens à vous, je vous montre le truc, mais donnez-moi en gros des feedbacks constructifs et avoir l'humilité de s'en prendre peut-être des ah non, t'as fait ça, ouais, bon là c'est compliqué ou risqué. C'est un truc sur soi quoi. Faut accepter. Ouais. Faut accepter de se faire des fois un peu critiquer dans le sens la critique de quelqu'un qui ne pense pas la même chose. C'est pas pour autant qu'il a raison et que vous avez tort. Et malgré tout, même si on vous dit quelque chose, moi ça m'est arrivé, on me dit il faudrait faire ça c'est pas bien. Mais je reste comme ça. Ok. Et des fois, on vous dit quelque chose, puis il faut l'entendre. Dans tous les cas, moi je pense que c'est intéressant de l'entendre. Et puis après de choisir et de décider. Il y a pas, encore une fois, c'est pas facile, c'est vrai, de se confronter au réel et à d'autres qui ont un autre avis. Et si vous êtes persuadé et vous êtes entrepreneur, vous y allez et vous continuez. Et puis sinon, vous changez un peu de trajectoire, des fois juste légèrement, où on voit le monde un peu différemment. Le monde au sens large. Dans les profils marchands, souvent quand même, on va dire la grande compétence clé qu'on dit quand on est marchand, c'est on vend quoi. On est vendeur, on est marchand, tu vois. Déjà rien que le titre, c'est vrai que le titre c'est ça. On est un commercial presque, voilà. Un commerçant en tout cas. Il faut savoir vendre. Quoi. Et ça c'est un petit peu voilà. Néanmoins, quand j'écoute un peu ton parcours, la façon, ton approche, etc. Évidemment, tu sais vendre, mais j'ai l'impression que le gros de toi, ton analyse de ton point fort, c'est plus dans la technicité, l'analyse. Donc, et je me demande, tu vois, très bêtement en fait, est-ce qu'on peut être marchand sans être bon vendeur, tu vois? Moi, je pense que je suis pas le meilleur vendeur. Ouais, effectivement. Okay. Je suis pas le meilleur vendeur. Et du coup, pour autant, je m'en sors plutôt bien. Donc, si vous n'êtes pas un grand vendeur, vous pouvez vous aussi le faire. Des fois, on entend, il faut savoir faire des travaux. Moi, je sais pas faire beaucoup de travaux et j'en connais plein qui ne veulent même pas faire de travaux. Ils sont de très bons marchands. D'autres, c'est des idées, ils ont pas beaucoup d'idées, ils voient pas la valeur. D'autres, ils sont très financiers, ils gèrent que la finance. On avait fait une vidéo sur la chaîne du Cercle à ce sujet avec des différents profils. Et on avait un peu catégorisé 3 profils
de mémoire. Le premier, c'était le profil très commercial vendeur du marchand. Typiquement, le cliché, c'est le bagou. Il parle, il discute avec tout le monde. T'aurais 2 aspirateurs, il t'en vendra un 3e. Voilà, par exemple, qui est passé dans le podcast, je crois aussi. Mais j'en connais plein, en fait. J'en vois plein. Et c'est vrai que maintenant, c'est vrai que c'est une très bonne compétence. Mais est-ce que c'est suffisant? Je ne sais pas. Parce que si on n'a pas le reste, bah voilà. Et est-ce que c'est indispensable? Je ne pense pas. Donc c'est ni suffisant, ni indispensable. Quoique suffisant parfois, commercial, juste d'être bon, c'est très bien. Ensuite, il y a le profil très analytique, analyse, opérationnel, qui est dans la finance, qui est aussi dans le chef d'orchestre de ce pilotage. Est-ce que si tu sais faire que ça, bah, c'est bien? Bah pareil, peut-être pas suffisant, mais peut-être pas non plus indispensable. Le dernier profil, c'est un peu le rêveur, le créatif, celui qui imagine, il arrive là, il dit, alors on va péter ce mur, on ouvre là, et on va faire ça, et on monte au-dessus, et lui je le sors, et ça je change ceci, et puis qui imagine beaucoup, tu vois, qui est capable, c'est un peu le créateur de valeur. Il voit toujours des trucs que les autres voient pas. Et ça, c'est un peu les 3 profils. Typiquement, c'est le gars qui est architecte. L'archi, au milieu, je vais pas te dire le DAF, mais le DAF ou le CEO de la boîte, tu vois. Et puis le sales, acquisition-vente, tu vois. Et finalement, le marchand, il doit être un peu ces 3 choses-là. Et en même temps, il n'a pas obligation d'être ces 3 choses-là. Pourquoi sur la partie commerciale, il n'a pas obligation? Parce qu'on peut déléguer ça à des agences immobilières. Moi, typiquement, j'adore vendre à des investisseurs. Je déteste vendre des résidences principales. Je fais encore l'expérience là. La résidence principale, monsieur et madame Michu, ils viennent, ils reviennent, ils veulent faire visiter tata, tonton, le cousin qui est dans les travaux. Eux, ils vont venir 3 fois, ils vont prendre des mesures. Je me rappelle une fois, j'ai fait visiter un appart. Pendant 1 heure, ils ont pris des mesures, toutes les mesures. J'en pouvais plus. Et ça, je supporte pas. L'investisseur, je lui parle de chiffres, c'est mon truc, etc. Ouais. Et du coup, ça, ce côté-là, commercialisateur, tu peux le déléguer. Il y a des agences qui peuvent le faire. Et c'est très naturel, en fait, de vendre par des agences immobilières, des bons vendeurs. La partie organisation, finance, modélisation, etc., ben, j'en connais qui sont pas très bons. Ils prennent des assistantes administratives, ils vont prendre des personnes qui vont être un peu plus cadrées sur les chiffres, ils vont faire le strict minimum. Et sur la structure, on peut toujours aussi, pareil, déléguer à un moment donné sur cette partie-là. Sur la partie créatif, ingéniosité, création de valeur, peut-être c'est un petit peu plus dur. Si on n'a vraiment aucune capacité à créer de la valeur, c'est peut-être des fois des personnes qui vont dire « mais j'arrive jamais à faire des opérations, ça marche pas. Il faut que j'achète pas cher. » Ouais. Alors qu'ils doivent peut-être être un tout petit peu meilleurs là-dessus. Et donc ça, je pense que ça se travaille en discutant avec d'autres personnes, en augmentant justement nos outils, nos œillères, enfin en les enlevant, et en ouvrant un peu le champ des possibles. Ça peut se déléguer sur la partie vraiment typique travaux avec des archis, justement, qui vont imaginer, voir, mettre du potentiel en valeur. Mais c'est peut-être la partie, je trouve, la plus difficile à déléguer, si on imagine. Ouais, à choper, ouais. Et certains l'ont naturellement, comme les autres, et d'autres l'ont un peu moins. Et c'est un petit peu de tout ça, de ces 3 parties-là, qu'il faut avoir en tête pour être un bon investisseur finalement. Finalement, c'est un bon investisseur et un bon marchand au sens large. Savoir celle qu'on a comme compétence, celle qu'on va acquérir, quoi. Exactement. Et certaines fois, je vais pas dire c'est un peu contre nature. Hein. Moi, si je voulais faire absolument améliorer le côté commercial, bah, je pourrais. Est-ce que je me concentre là-dessus? Est-ce que je me concentre sur autre chose? Au démarrage, on essaye de faire tout parce que quand on est un entrepreneur, solopreneur, on monte une startup, une boîte, on fait tout. Et au fur et à mesure, on fait certaines choses un peu moins et on prend des personnes qui peuvent aider à le faire, extérieurs, enfin des externes, des internes ou des personnes qu'on paye à la presta, quoi, classiquement. Donc, est-ce qu'il y a besoin d'être un bon vendeur? Pas forcément. Un bon acheteur, c'est très bien. Un créateur de valeur, c'est encore mieux. Et quelqu'un qui sait quand même comprendre un peu les chiffres, se structurer et piloter une entreprise et piloter un projet, ça c'est hyper important. On arrive, je pense, un peu au terme de la conversation. Déjà, vraiment navré de pouvoir te dire. C'est un peu la partie où je propose aux invités de me communiquer un peu des ressources secrètes les plus importantes. Alors évidemment, on mentionne la chaîne YouTube et je pense que c'est je le dis sans détour, je pense que c'est la meilleure ressource pour quelqu'un qui connaît pas encore ce que c'est que le métier de marchand, voir un peu les facettes vraiment de derrière les coulisses. Il n'y a pas de filtre
voilà. Ouais, on est très transparent. Ouais. Donc ça sera clairement dedans. Est-ce qu'il y a d'autres ressources peut-être qui sont pour toi vraiment importantes? Quelles ressources pourraient être importantes pour le métier de marchand de biens ou d'entrepreneur en général? Je pense que ce qui est important, c'est de côtoyer des gens qui sont inspirants de ce point de vue-là et qui le font aussi. Côtoyer, ça veut dire participer à des réunions avec certaines, discuter, avoir un numéro de téléphone avec qui échanger, pouvoir s'en inspirer en regardant des vidéos s'ils publient des choses, mais qui que ce soit, hein, vraiment, mais juste dans le domaine qui nous intéresse. Parce qu'on a trop souvent, et je pense que ça c'est un côté un peu bloquant, c'est le côté du mental et de la pression sociale ou extérieure qui nous dit de base, et on a un peu une petite voix dans la tête, c'est pas trop possible. Et juste le fait de le voir régulièrement, de se dire que c'est possible, etc., ça change complètement le mindset et l'état d'esprit, et d'imaginer que c'est possible, d'imaginer que c'est faisable, et de s'entourer de côté positif, je dirais. Voilà, ça c'est important, et positif du côté entrepreneurial, parce que c'est vrai qu'on est dans une période où si on écoute les journaux, la radio, etc., c'est pas très très joyeux. On est dans un pays où ça râle beaucoup et où on a tendance à voir le verre plutôt à moitié vide qu'à moitié plein. Et donc ça, je pense que c'est hyper important pour tous les entrepreneurs, pour tous les investisseurs, de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Ça, c'est hyper important. Alors une ressource claire, j'en ai pas. Il y a plein de chaînes YouTube de motivation, développement personnel, mindset. Moi, j'ai pu faire des séminaires sur ça avec différentes personnes plus ou moins connues sur la toile. Ça, je pense que c'est hyper important d'avoir le mindset de base de l'investisseur, du chef d'entreprise, de l'entrepreneur positif, et de trouver des solutions là où les autres voient des problèmes. Notre job, c'est de trouver des solutions, toujours. Pas de voir les problèmes, si, les identifier, mais on est orienté solution. Donc ça, c'est la première chose. Après, en termes de ressources, typiquement sur l'activité de marchand de biens, c'est un peu difficile, j'avoue, à donner parce que c'est quelque chose qui est assez distrait comme profession. Alors, il y a quelques bouquins qui sont là, des bouquins très juridiques pour certains. Un bouquin qui vient de sortir, j'ai pas encore eu le temps de le consulter, sur l'activité de marchand de biens, qui est assez dense, qui avait une première V1 de vendeur de vérité. Stan, que j'ai pas encore pu consulter, mais je connais la qualité du bonhomme et du coup je sais que ça doit être du contenu de bonne qualité. Donc un bouquin très juridique qui s'appelle Marchand de biens. Cuvelier, non Probablement. Auteurs, probablement. C'est les éditions, vraiment les livres juridiques purs. L'autre, celui de Stan, qui est Marchand de biens, guide d'une profession discrète, de mémoire. On parlait des ressources un peu plutôt mindset positif, mais il y en a plein. J'en ai pas une à recommander en particulier. Et puis, comme je disais, de peut-être de rencontrer, d'échanger du réel, du concret, et de s'entourer de personnes prospères, en tout cas dynamiques, positives, qui font des choses, qui avancent, pour avoir des idées, pour échanger, pour se conforter que c'est possible quand on a des fois un environnement et une pression sociale. Moi, ça n'a pas été trop mon cas, mais je vois que c'est parfois des blocages chez certains autour de soi, l'entourage qui dit c'est pas trop possible, non, ça va pas le faire, ou t'es sûr, et on n'est jamais sûr. Et du coup, ça c'est difficile. Et je pense du coup que ce côté entre guillemets mindset et psychologique, c'est hyper important aussi chez tous les entrepreneurs au sens large et tous les investisseurs, forcément. Ouais, c'est même primordial, même par rapport à des investissements locatifs ou autres, quand t'es en marchand, d'être vraiment tout le temps entouré, toujours baigné dedans. Complètement, parce que aussi cet entourage, ces discussions, ça amène à des cas très concrets, des cas pratico-pratiques, des vraies expériences, et ça permet d'apprendre sans payer les pots cassés. Et on le voit quand on fait des séminaires, des journées en présentiel, en immersion, les uns ou les autres partagent leurs galères. Encore une fois, des fois il y a des cas qui sont rocambolesques. Et on se dit mais c'est même pas possible que ça soit arrivé. J'ai pas d'exemple en tête, mais là j'ai pas d'exemple en tête qui me vient, qui serait très très pertinent. Mais juste un petit conseil, un petit élément, etc. Qui, si ça t'arrive plus tard, tu sauras comment faire, ou tu te dis, oula, ça peut arriver, donc j'anticipe ce risque-là. Je vois ceci, je vois cela. C'est des discussions qui sont très riches aussi, de parler entre gens qui font. C'est important de parler avec des gens qui font. Benjamin, merci beaucoup pour ton temps.
Eh ben, avec plaisir. On peut te trouver quelque part Alors, moi, je suis sur LinkedIn, Benjamin Bolla, sur la chaîne YouTube du Cercle, forcément, dans le Cercle, aux événements qu'on organise, etc. Et puis, globalement, c'est à peu près tout. S'il y a des sollicitations ou autres, j'essaierai d'y répondre. Je sais pas à quel point ça arrive, et voilà. En tout cas, je te les transmettrai avec plaisir. Écoute, je te remercie. Moi, s'il y a des opérations, on regarde. S'il y a des investisseurs qui veulent participer, pourquoi pas sur nos opérations, on le fera et on regarde. Ça arrive régulièrement. Et puis non, c'était très cool, et je suis très content à chaque fois de partager, de discuter. Je suis hyper moi, je suis hyper aligné avec ce que je fais. J'adore ce métier, cette activité, de partager et de transmettre. C'est vraiment un truc important pour moi. J'adore ça, pouvoir discuter et inspirer comme d'autres ont inspiré certaines personnes. Et juste de se dire que si certains l'ont fait, c'est que c'est possible. Donc si vous écoutez, que ça vous semble loin, j'ai commencé de rien, entre guillemets de zéro. Et puis on avance tranquillement et on fait son chemin, et ça roule, et c'est cool comme ça. Excellent. Merci à toi, Benjamin. À bientôt. Avec plaisir. Salut Paco, salut les investisseurs 4.0. Salut. Ciao. Si cette conversation t'a plu, que tu aimes les retours terrain de marchands de biens, je t'invite à consulter les autres vidéos qu'on a réalisées et les autres conversations qu'on a construites avec les membres du cercle MDB. On avait eu Valentin, Oriana, Romain, Valérie. Tu peux regarder dans ton feed et tu trouveras ces noms et ces parcours, tous intéressants, tous complémentaires, qui devraient t'aider à te positionner, toi, dans ton approche par rapport à l'activité de marchand de biens. Bonne découverte et bonne écoute.